Abandonnés et luttant pour leur vie, 4 chiots avaient été jetés dans la rivière pour y mourir. L'homme qui les a sauvés des eaux n'aurait jamais imaginé à quel point cette décision transformerait son existence solitaire. Une histoire de compassion qui a défié le destin et uni toute une communauté, prouvant que l'amour peut éclore dans les endroits les plus improbables. Préparez vos cœurs pour un voyage émouvant de seconde chance. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et commentez d'où vous regardez. Par un matin brumeux d'automne, sur les rives de la rivière aux Hérons, Marcel Dubois, un pêcheur solitaire de 62 ans, est témoin de quelque chose qui allait changer sa vie. À jamais, le ciel avait cette teinte grisâtre qui annonçait encore de la pluie. Et la rivière coulait plus vite que d'habitude, charriant feuilles et petites branches à sa surface agitée. Marcel, les mains calleuses usées par le temps et le travail, prépare ses filets comme il le fait chaque jour depuis 4 décennies, lorsqu'il aperçoit un mouvement inhabituel dans les eaux troubles. Un sac plastique sombre flotte au gré du courant, partiellement coincé entre 2 rochers à une vingtaine de mètres de la berge. Intrigué, Marcel tire sa petite barque en bois usé et rame en direction de l'objet. En s'approchant, il perçoit un mouvement subtil à l'intérieur du sac. Son cœur s'accélère, repensant aux histoires qu'il a entendues sur ce que certaines personnes sont capables de jeter dans les rivières. Avec sa rame, il amène habilement le sac dans l'embarcation, sentant un poids considérable et remarquant de petits trous dans le plastique. Ses mains tremblantes défont le nœud serré qui fermait le sac. L'odeur d'humidité et de peur envahit ses narines tandis qu'il révèle le contenu. 4 chiots, trempés et tremblant violemment, le regardent avec des yeux effrayés qui semblent implorer de l'aide. 3 d'entre eux ont un pelage sombre, mêlant le noir et le marron, tandis que le 4e est plus petit, avec des taches blanches sur le museau et le poitrail. Marcel sent quelque chose se briser en lui, une barrière invisible qu'il maintenait autour de son cœur depuis tant d'années. Qui ferait une chose pareille, murmure-t-il pour lui-même, tout en retirant sa vieille chemise en flanelle, délavée, et en enroulant soigneusement les chiots dedans. Le plus petit, apparemment plus faible que ses frères, pousse un gémissement aigu qui résonne dans l'immensité de la rivière. À cet instant, une connexion inexplicable se forme. Le pêcheur, homme de peu de mots et aux nombreuses cicatrices émotionnelles accumulées au fil de décennies d'isolement volontaire, sent quelque chose s'éveiller dans son être endurci par les années de solitude. Marcel regagne la rive avec une urgence renouvelée, serrant les chiots contre sa poitrine pour leur transmettre de la chaleur. Sa cabane se trouve à 10 minutes de marche, mais aujourd'hui, le trajet semble interminable. À chaque pas sur le sol boueux du sentier riverain, il sent le poids d'une responsabilité qu'il n'a pas cherchée, mais qu'il ne peut ignorer. Chemin, il croise 2 autres pêcheurs qui le saluent de signes de tête distants, comme c'est la coutume dans la région. Marcel incline juste légèrement la tête, cachant sa précieuse cargaison. Sa maison, une simple construction en bois érigé par lui-même 20 ans plus tôt, ne lui a jamais paru aussi dénué de confort. L'intérieur est spartiate. Un lit étroit, un vieux poêle à bois, une table avec 2 chaises qui ne reçoivent jamais de visite, et des étagères remplies de matériel de pêche et de quelques dizaines de livres usés par le temps et l'humidité. Ce n'est pas un endroit pour des chiots, pense-t-il, mais c'est tout ce qu'il a à offrir pour le moment. Marcel improvise rapidement. Une caisse en bois qu'il utilisait pour ranger de plus petits filets est vidée et tapissée de son unique couverture supplémentaire. Il y dépose les chiots, les plaçant près du poêle où il allume un feu doux. De ses propres réserves, il sépare un peu de lait qu'il dilue avec de l'eau tiède dans une écuelle peu profonde. Avec patience, il utilise ses doigts pour mouiller le museau de chaque chiot, les stimulant à laper le liquide. Le plus petit, celui aux taches blanches, semble plus réticent. Marcel le tient avec un soin particulier, remarquant à quel point ses côtes sont visibles sous la peau. « Il faut que tu sois plus fort que les autres », murmure-t-il, d'une voix qu'il ne reconnaît pas comme la sienne. Plus douce qu'à l'accoutumée, il passe la nuit blanche, vérifiant les chiots toutes les heures, craignant que le froid ou quelque maladie inconnue ne les emporte pendant la nuit. Lorsque la première lumière du jour suivant traverse les fentes de la fenêtre, tous les 4 sont encore en vie. Marcel s'autorise un bref sourire, le premier depuis longtemps. Il y a quelque chose dans cette petite victoire contre la mort qui semble important,
même pour quelqu'un qui a passé des décennies à éviter de se soucier de quoi que ce soit d'autre que sa propre survie. Les premières semaines exigent des adaptations surprenantes dans la routine de Marcel. Sa vie, auparavant réglée exclusivement par les horaires de pêche et les variations de la rivière, inclut désormais des tétées toutes les quelques heures, le nettoyage constant de la caisse improvisée et des tentatives pour comprendre les différents pleurs des chiots. Par nécessité, il rompt son isolement habituel pour se rendre plus fréquemment à la petite épicerie du village, où il achète du lait et finalement des croquettes pour chiots après avoir reçu la recommandation de la propriétaire, Madame Mercier. « Ils sont à vous, Monsieur Dubois ?» demande-t-elle avec la curiosité typique des petites communautés où les nouvelles sont rares. « Trouvés dans la rivière », répond-il sèchement, espérant clore le sujet. Mais la nouvelle a des ailes à Valéron, communauté d'à peine 700 âmes, où tout le monde se connaît par son nom et son prénom depuis des générations. Dans sa barque de pêche, une embarcation de 5 mètres construite par son père des décennies auparavant, Marcel adapte un espace pour les chiots. Une caisse en bois plus basse, solidement fixée à la proue, tapissée de vieux chiffons, devient leur moyen de transport lors des sorties de pêche. Initialement, il essaie de les laisser à la maison, mais les hurlements désespérés des animaux et la crainte qu'il ne leur arrive quelque chose en son absence le convainquent de les emmener sur la rivière. L'image insolite, l'homme le plus réservé de la région naviguant avec 4 chiots qui observent le monde avec curiosité depuis la proue de sa barque, devient bientôt sujet de conversation au petit marché, à la station-service qui sert également de point de rencontre sociale et après la messe du dimanche. Les gens le montrent discrètement du doigt quand Marcel passe, certains plus audacieux offrent une aide qui est invariablement refusée d'un geste de la main. « Je n'ai besoin de rien » est devenue sa réponse automatique, même lorsque l'offre ne concernait que des conseils sur la manière de s'occuper correctement des animaux. Sa fierté, construite au fil des ans comme une protection contre la douleur des relations passées, l'empêche d'accepter de l'aide. Il en était ainsi depuis que sa femme Marthe était partie 15 ans plus tôt, emmenant avec elle leur fille, alors adolescente, après des années d'une relation qui s'était lentement détériorée comme du bois trop exposé à l'humidité. L'éloignement de Caroline, son unique fille, qui doit avoir aujourd'hui 32 ans, est une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée. Dans sa solitude volontaire, Marcel a développé une relation presque mystique avec la rivière aux Hérons. Il connaît chaque variation de couleur qui indique un changement climatique, chaque son spécifique qui annonce une crue ou une décrue, chaque recoin où les poissons préfèrent se cacher selon la saison. La rivière est devenue sa confidente, silencieuse, sa source de subsistance et l'endroit où il dépose des pensées qu'il ne partagerait jamais avec un autre être humain. Maintenant, il observe avec curiosité comment les chiots réagissent différemment aux eaux. 2 d'entre eux, qu'il nomme mentalement nocturnes et vaillants pour leur comportement distinct, montrent une fascination pour le mouvement des vagues. Le 3e, qu'il appelle prudent, se tient toujours au centre de la caisse, loin des bords. Et le plus petit, celui aux taches blanches qui a survécu contre toute attente et se remet maintenant progressivement, manifeste une attirance spécifique pour les changements de la rivière, s'agitant avant les pluies, ou lorsque le courant change subtilement. Marcel l'appelle Sentinelle. 2 mois après le sauvetage, alors que les chiots marchent déjà avec plus d'assurance et exigent un espace que la petite cabane n'offre pas, la région est confrontée à la pire saison des pluies depuis des décennies. Les eaux montent rapidement, atteignant d'abord les berges les plus basses où Marcel prépare habituellement ses filets, puis avançant impitoyablement sur les premières constructions riveraines, y compris sa propre maison. Lors d'une nuit, de tempêtes particulièrement violentes, alors que les éclairs illuminent le ciel à des intervalles si fréquents qu'ils semblent créer un jour artificiel, Marcel réalise qu'il ne pourra pas rester. L'eau atteint déjà les premières marches de sa terrasse, et le courant charrie des troncs et des débris qui menacent la structure de la cabane. Avec un sac à dos contenant quelques effets personnels et une caisse improvisée où il place les 4 chiots, il abandonne temporairement son refuge. Le chemin jusqu'au centre du village, normalement parcouru en 40 minutes, devient un périple de 2 heures contre la force de l'eau et de la boue. En arrivant sur la place centrale,
Marcel trouve d'autres sinistrés dirigés vers la salle paroissiale et l'école municipale. Un instant, il hésite. Dormir dans des espaces collectifs signifie une proximité forcée, des conversations inévitables, des regards de pitié qu'il a toujours détestés. « Marcel, par ici !» La voix ferme et familière perce la confusion de la nuit pluvieuse. C'est Madame Hélène Bernard, l'institutrice à la retraite, qui a consacré 40 ans de sa vie à l'unique école de la région. Une femme de Saint-Oisage, 70 ans aux cheveux entièrement blancs, toujours noués en un chignon précis, connue autant pour sa rigueur en classe que pour sa générosité en dehors. J'ai une chambre libre au fond de ma maison. Vous et ces chiots y serez mieux qu'à la salle paroissiale, affirme-t-elle, sans laisser de place au refus. Marcel ouvre la bouche pour protester, mais un coup de tonnerre assourdissant suivi d'une intensification de la pluie semble couper ses mots, avant même qu'il ne sorte. Sentinelle gémit doucement dans la caisse, tremblant non seulement de froid, mais dans une réaction que Marcel reconnaît maintenant comme une sensibilité au changement de la rivière. L'inquiétude pour les chiots l'emporte sur son désir d'isolement, et il acquiesce d'un mouvement de tête presque imperceptible. La maison de Madame Hélène, une construction en maçonnerie sur l'un des points les plus élevés du village, contraste fortement avec sa cabane. Chaque mur abrite des bibliothèques remplies de livres organisés par thème et auteur. Des cadres avec des dessins d'animaux, certains clairement faits par des enfants, d'autres plus élaborés, décorent les espaces entre les étagères. L'odeur d'herbe séchée suspendue dans la cuisine se mêle subtilement à l'arôme de café fraîchement coulé. La chambre n'est pas grande, mais elle a sa propre salle de bain et une porte donnant sur le jardin, explique-t-elle en le conduisant dans un couloir. J'ai pensé qu'il serait préférable que les chiots aient un accès direct à l'extérieur. La mention du bien-être des animaux avant même son propre confort surprend Marcel. En entrant dans la pièce, il remarque qu'il y a un lit préparé, avec des draps propres, une petite table avec une lampe, et dans un coin une caisse plus grande et plus adaptée que la sienne, tapissée de tissu doux. « On m'avait dit à l'épicerie que vous aviez des chiots », explique Hélène, remarquant son regard interrogateur. « J'ai toujours ça de près. Je recueille des animaux abandonnés depuis des années. » Cette révélation éveille une curiosité involontaire chez Marcel. Au cours des jours suivants, tandis que la pluie continue impitoyablement dehors, il observe comment Hélène interagit avec les chiots. Il y a une assurance dans ses mouvements qui révèle l'expérience, mais aussi une tendresse qu'il n'attendait pas chez quelqu'un connu pour sa discipline rigoureuse. La troisième nuit, alors qu'ils partagent un repas simple sur la petite terrasse couverte qui offre une vue sur la rivière maintenant furieuse, Hélène raconte sa vie après la retraite. Elle parle du vide laissé par la mort de son mari, Charles, professeur de biologie parti subitement après une crise cardiaque 7 ans plus tôt. Comment le travail avec les animaux abandonnés remplit non seulement ses journées, mais quelque chose de plus profond que les mots courants ne peuvent décrire adéquatement. « Chacun a sa rivière, Marcel », dit-elle en observant la pluie persistante. « La vôtre est littérale, celle qui coule là-bas. La mienne est devenue ces êtres dont personne d'autre ne veut. » La simplicité philosophique de la déclaration touche Marcel comme peu de dialogues ont réussi à le faire au cours des dernières décennies. Il y a chez cette femme une capacité de synthèse qui résonne avec sa propre expérience de vie. Dans les jours qui suivent, alors que les eaux commencent lentement à se retirer, ils développent une routine inattendue. Hélène s'occupe des chiots le matin, enseignant à Marcel des techniques simples pour vérifier la santé des animaux, tandis qu'il se charge de réparer de petits problèmes dans la maison, comme des gouttières bouchées et des tuiles déplacées par la tempête. Le soir, assis sur la terrasse devenue leur point de rencontre non officiel, Hélène partage des histoires de la région que même Marcel, né et élevé là, ne connaissait pas complètement. Elle parle des traditions des peuples anciens qui habitaient les rives de la rivière aux Hérons bien avant l'arrivée des premiers colons, et comment la rivière était considérée comme une entité sacrée, non seulement source de nourriture, mais aussi canal de communication avec le monde spirituel. Les anciens croyaient qu'abandonner quoi que ce soit dans la rivière, en particulier des êtres vivants, était une offense grave aux esprits protecteurs des eaux, explique-t-elle par une nuit particulièrement étoilée, 2 semaines après le début de l'inondation. Selon la légende, celui qui le faisait serait frappé de malheurs sévères,
tandis que ceux qui sauvaient ce qui avait été abandonné recevraient des bénédictions inattendues. Marcel écoute en silence, pensant aux chiots qui dorment tranquillement dans la chambre, surtout à Sentinelle, qui a développé l'habitude de se coucher à ses pieds pendant ses conversations nocturnes, comme s'il comprenait chaque mot échangé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il s'autorise à envisager la possibilité qu'il existe des forces au-delà de celles que nous pouvons voir et toucher, des connexions invisibles qui nous lient aux personnes, aux animaux et aux lieux de manière que la raison seule ne peut expliquer complètement. Lorsque les eaux se retirent enfin suffisamment pour qu'il puisse retourner à sa cabane, Marcel est surpris par la réticence qu'il ressent. Il y a quelque chose dans le rythme des jours avec Hélène, dans la présence d'une autre personne qui n'exige pas de lui plus que ce qu'il est prêt à offrir, qui semble combler des vides dont il ne soupçonnait même pas l'existence en lui. L'adieu est simple, comme ils le préfèrent tous les deux. Hélène lui remet un livre sur les soins de base aux chiens et une petite boîte de médicaments et de vitamines pour les chiots. Marcel, maladroit avec les mots de gratitude, promet d'apporter du poisson frais chaque fois qu'il fera une bonne pêche. Ils ne conviennent pas de futures rencontres, mais tous deux savent que quelque chose a fondamentalement changé dans la dynamique entre eux. Le 3e mois après le sauvetage coïncide avec la traditionnelle fête de la rivière, événement qui célèbre l'arrivée de la saison des pluies de manière contrôlée. Une ironie compte tenu de la destruction causée par les dernières pluies. Des bateaux décorés de rubans colorés et de fleurs parcourent un tronçon déterminé de la rivière, tandis que les habitants jettent des pétales dans les eaux, en signe de gratitude pour la vie que la rivière procure, même dans ses moments les plus impétueux. Cette année, la célébration prend un ton plus solennel. De nombreuses familles ont perdu des biens ou ont vu leurs maisons endommagées. La mairie a installé une scène sur la place centrale pour que les représentants de chaque communauté riveraine puissent partager leurs expériences et leurs besoins. Une jeune journaliste du journal régional, cheveux bouclés attachés en queue de cheval et yeux perspicaces, qui semble cataloguer chaque détail alentour, circule parmi les participants. Inévitablement, elle entend parler du pêcheur solitaire qui a sauvé des chiots de la rivière avant la grande crue. L'histoire, déjà amplifiée par le bouche à oreille caractéristique des petites communautés, comprend maintenant des éléments presque mystiques, comme la supposée capacité de Sentinelle à prévoir les changements climatiques et le fait que Marcel ait été épargné de pertes significatives lors de l'inondation, tandis que des voisins plus proches du centre ont subi des dommages plus importants. Marcel, qui participe rarement aux événements communautaires, n'est présent que parce qu'Hélène a insisté sur le fait que les chiots, âgés maintenant d'environ 3 mois, ont besoin de socialiser avec d'autres chiens et personnes. Il reste en marge des festivités, observant de loin le mouvement coloré des bateaux décorés, lorsque la journaliste l'aborde. « Monsieur Dubois, je suis Laura Martin, du Journal de la Vallée. Pourriez-vous me parler du sauvetage des chiots ?» Son premier instinct est de refuser. L'intimité a toujours été une valeur non négociable dans sa vie. Mais quelque chose dans la persistance polie de la jeune femme et dans la manière dont elle se baisse pour caresser Sentinelle, qui reste toujours près de ses pieds, adoucit sa résistance habituelle. En quelques phrases directes, Marcel raconte l'essentiel. Le sac dans la rivière, les chiots presque morts, la décision impulsive de s'en occuper. La journaliste note chaque mot, demandant parfois des détails qu'il fournit à contre-cœur. La conversation dure moins de 15 minutes, et Marcel considère l'affaire close lorsqu'elle le remercie et s'éloigne. 3 jours plus tard, son histoire occupe une demi-page du journal régional avec le titre « Gardien de la rivière ». Comment 4 vies abandonnées ont transformé un pêcheur solitaire. L'article, écrit avec une sensibilité surprenante, évite le sensationnalisme facile et capte des nuances que même Marcel n'avait pas complètement perçues, comme le parallèle entre sa propre solitude et l'abandon des chiots, et comment l'acte de prendre soin le reconnecte progressivement à la communauté. Hélène se présente à sa porte le matin où le journal est distribué, tenant un exemplaire avec un sourire contenu. Marcel lit en silence, mal à l'aise avec l'exposition, mais secrètement impressionné par la manière respectueuse dont son histoire a été racontée. Cependant, il ne peut guère imaginer les conséquences que ces mots imprimés auraient. L'article est numérisé et partagé sur les réseaux sociaux par les habitants. En quelques jours,
il atteint des groupes de protection, animales dans les grandes villes. La semaine suivante, le premier don arrive, une caisse de croquettes spécialisée pour chiots en croissance, envoyée par une ONG de la capitale. Ensuite, apparaissent des couvertures, des médicaments, des jouets, des colliers et d'autres articles qui surchargent rapidement l'espace limité de sa cabane. Marcel se retrouve en territoire inconnu, naviguant dans des eaux sociales qu'il a évitées pendant des décennies. Des inconnus se présentent à sa porte, voulant connaître les célèbres chiots de la rivière. Certains apportent leurs propres histoires de sauvetage et de liens avec les animaux. D'autres semblent plus intéressés à prendre des photos pour leurs réseaux sociaux. Hélène, percevant son malaise croissant, intervient discrètement, suggérant des horaires spécifiques pour les visites et aidant à organiser les dons qui continuent d'affluer. À la fin du 4e mois, une voiture importée se gare près de la cabane. En descend Antoine Leclerc, un influenceur digital avec des millions de followers, connu pour son contenu sur un style de vie luxueux et, récemment, pour avoir adopté des causes environnementales et de protection animale dans le cadre de sa marque personnelle. Vêtu impeccablement de vêtements qui semblent inappropriés pour la poussière du chemin riverain, il se présente avec une confiance étudiée. « Je suis venu spécialement de la capitale pour rencontrer les chiots. Et bien sûr le héros qui les a sauvés », annonce-t-il, pendant que son assistante prépare du matériel de tournage professionnel. Marcel observe avec méfiance l'agitation. Les chiots, maintenant habitués aux visites, s'approchent curieusement de l'étranger, sauf Sentinelle qui reste près du pêcheur, comme toujours. « J'adore particulièrement ce petit-là. » Je me dis Antoine, désignant Vaillant, le plus extraverti des quatre. « Combien en voulez-vous ? 10 000 €? 15 000 ? Il serait parfait pour ma série sur les animaux sauvés. Imaginez les sponsors qu'on obtiendrait avec cette histoire. » L'offre est faite avec la désinvolture de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il désire avec de l'argent. Pour Marcel, qui traverse des difficultés financières, après avoir réduit ses heures de pêche pour s'occuper des animaux, la somme mentionnée représente plus que ce qu'il gagnerait en des mois de travail acharné. Un instant, il envisage les possibilités. Réparer le toit qui goûte les jours de forte pluie, remplacer le moteur du bateau qui montre déjà des signes d'usure irréversibles, peut-être même acheter un petit congélateur pour mieux conserver le poisson. Sentinelle, comme s'il percevait ses pensées, presse son corps contre sa jambe. Marcel se baisse et passe la main sur le pelage doux qui ne montre plus de signe du chiot fragile qu'il a sauvé. Dans les yeux du chien, il trouve quelque chose qui manque au regard calculateur de l'homme en face de lui. Une connexion authentique, construite jour après jour, repas après repas, tempête après tempête. Ils ne sont pas à vendre, répond-il finalement, avec une fermeté qui le surprend lui-même. Aucun d'eux. Antoine semble momentanément déconcerté, comme s'il n'était pas habitué au refus. Il augmente l'offre à 20 000, puis 30 000 €, argumentant sur la vie de luxe qu'il pourrait offrir à l'animal, avec les meilleurs vétérinaires, une alimentation premium et une exposition qui aiderait d'autres causes similaires. Marcel reste inflexible. À chaque augmentation de l'offre, il ressent plus clairement la valeur inestimable de ce qu'il a construit avec les 4 chiens. Une sorte de famille improbable qui comble des vides qu'aucun argent ne pourrait occuper. Lorsque l'influenceur repart enfin, visiblement contrarié, Marcel ressent un mélange de soulagement et de fierté qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Le lendemain matin, Hélène se présente avec une proposition inattendue. Un terrain abandonné adjacent à la propriété de Marcel, appartenant autrefois à une ancienne scierie en faillite, est disponible pour une valeur bien inférieure au marché en raison des dommages causés par l'inondation. Elle suggère de le transformer en un petit refuge pour animaux sauvés, en utilisant une partie des dons reçus et en comptant sur le travail bénévole de la communauté. « Vous avez un don naturel pour ça, Marcel ?» dit-elle, tandis qu'ils observent les 4 chiens jouer au bord de la rivière. « Et nous avons besoin d'un endroit adéquat pour accueillir d'autres animaux abandonnés de la région. » Le pluriel « nous » ne passe pas inaperçu. Il y a une invitation implicite à un partenariat qui va au-delà du soin aux animaux. Marcel réfléchit à la proposition pendant des jours, pesant le changement radical que cela représenterait dans sa vie. Après tant de temps à cultiver une distance émotionnelle vis-à-vis de tout et de tous,
S'engager dans un projet comme celui-ci signifie assumer des responsabilités, non seulement envers les animaux, mais aussi envers les gens et les attentes de la communauté. Curieusement, ce sont les chiens eux-mêmes qui semblent influencer sa décision finale. En observant comment ils interagissent entre eux, Nocturne avec sa vigilance constante, Vaillant testant toujours les limites, Prudent maintenant l'harmonie, dans le groupe, et Sentinelle avec sa sensibilité particulière, Marcel reconnaît des leçons sur la coopération et l'interdépendance qu'il a ignorées pendant trop longtemps. Avec l'aide financière des dons et la main-d'œuvre bénévole organisée par Hélène, le petit refuge commence à prendre forme au 6e mois après le sauvetage. Une structure simple mais fonctionnelle, avec 6 chenils extérieurs, une zone couverte pour les jours de pluie et un petit cabinet vétérinaire improvisé où des vétérinaires de la région se relaient pour offrir des consultations gratuites une fois par semaine. L'inauguration officielle coïncide avec une découverte extraordinaire concernant Sentinelle. Pendant une semaine de temps instable, Marcel remarque comment le chien présente des comportements spécifiques avant les changements climatiques, agitation inhabituelle, aboiement dirigé vers la rivière et réticence à s'éloigner de la berge à certains moments. Initialement, il attribue cela à des traumatismes liés à l'abandon dans l'eau, mais il perçoit bientôt un schéma plus significatif. Quelques heures avant une tempête particulièrement violente, Sentinelle commence à aboyer avec insistance en direction de la rivière, refusant de manger et essayant de tirer Marcel hors de la cabane à plusieurs reprises. Respectant l'agitation de l'animal, Marcel vérifie le niveau de l'eau et note une élévation subtile que d'autres ne remarqueraient probablement pas. Pas assez pour alarmer selon les normes conventionnelles, mais inquiétante lorsqu'elle est combinée au comportement du chien. Par précaution, il alerte les habitants des maisons les plus proches de la berge. Certains ignorent l'avertissement, le considérant exagéré, mais d'autres, qui ont été témoins du lien spécial entre Marcel et les chiens au cours des derniers mois, décident de surélever leurs biens dans leur résidence. Lorsque la tempête frappe la région vers minuit, la rivière monte avec une vitesse alarmante, débordant en quelques heures. Les maisons qui ont pris des précautions subissent des dommages mineurs, tandis que d'autres sont sévèrement touchées. Il n'y a pas de victimes. Mais la différence entre tout perdre ou seulement des objets remplaçables devient le sujet de conversation pendant des semaines. L'épisode solidifie la croyance locale selon laquelle les animaux, en particulier Sentinelle, sont effectivement des messagers des esprits des eaux, comme le suggéraient les anciennes légendes partagées par Hélène. Les personnes qui traitaient auparavant la rivière uniquement comme une ressource pour la pêche ou les loisirs développent une relation plus respectueuse, réduisant le rejet de déchets et participant à des initiatives communautaires pour la préservation des berges. Le refuge pour animaux, initialement prévu comme une structure modeste, s'agrandit progressivement avec l'arrivée de nouveaux bénévoles et de dons réguliers. Marcel, qui ne s'est jamais imaginé comme le chef d'une quelconque initiative, se retrouve involontairement dans ce rôle. Sa résistance initiale à la présence constante de personnes diminue à mesure qu'il reconnaît la valeur de la communauté qui se forme autour du projet. Un réseau de soutien mutuel qui profite autant aux animaux qu'aux personnes impliquées. Un tournant significatif se produit au 8e mois, lorsqu'une jeune femme de 32 ans gare une voiture de location près de l'entrée du refuge. Marcel nourrit les nouveaux résidents, 3 chats sauvés d'un hangar abandonné et un chien nager trouvé au bord de la route, lorsqu'il remarque la visiteuse l'observant avec une intensité troublante. « Papa ?» Le mot, chargé d'interrogations et d'émotions contenues, frappe Marcel comme un courant électrique. Caroline, sa fille qu'il n'a pas vue depuis 15 ans, reste immobile sous le soleil ardent de l'après-midi, tenant une copie imprimée du reportage original sur les chiots sauvés. Elle est plus grande que dans ses souvenirs, avec des traits du visage qui mêlent ses caractéristiques et celles de Marthe, mais les yeux, ses yeux marrons intenses, sont incontestablement les mêmes que ceux de l'adolescente qui est partie en déclarant ne plus jamais vouloir le revoir. Les retrouvailles sont initialement tendues, chargées de ressentiments non résolus et de questions que tous deux gardent depuis des années. Ils conversent formellement dans le petit bureau administratif du refuge, échangeant des informations de base sur leur vie. Caroline est diplômée en architecture, s'est mariée et a divorcé,
travaille maintenant sur des projets durables dans une ville à 300 kilomètres de là. Elle a vu l'histoire des chiots dans une émission de télévision régionale qui a repris l'article original et après des semaines de réflexion, a décidé qu'il était temps de confronter le passé. « Tu semblais différent. » Dans le reportage, dit-elle, fixant son père avec un mélange de curiosité et de prudence. Moins rigide. Marcel détourne le regard, mal à l'aise avec l'observation précise. Les chiens, en particulier Sentinelle qui s'éloignent rarement de lui, servent de pont inattendu entre eux deux. Caroline est charmée par les animaux, surtout en entendant parler des capacités spéciales de Sentinelle. Maman disait toujours que tu aimais la rivière plus que quiconque, commente-t-elle en caressant le petit chien aux taches blanches. On dirait que tu as enfin trouvé quelqu'un qui la comprend aussi bien que tu comprends les eaux. L'observation, faite sans méchanceté apparente, porte des vérités douloureuses sur son mariage raté. Marcel ne nie pas, reconnaissant silencieusement comment son isolement émotionnel a contribué à la fin de sa relation avec Marthe et, par conséquent, à l'éloignement de sa fille. La visite de Caroline, initialement prévue pour ne durer qu'une journée, s'étend sur une semaine. Elle loge chez Hélène, qui crée habilement des espaces pour que père et fille reconstituent des fragments de leur relation sans la pression constante de conversations profondes. Ils travaillent ensemble au refuge, échangent des observations sur les animaux et abordent progressivement les anciennes blessures avec des mots mesurés et des pauses respectueuses. Lors d'une soirée particulièrement significative, assis sur la terrasse de la cabane de Marcel comme il le faisait rarement quand Caroline était enfant, elle demande enfin ce qui s'est passé entre lui et sa mère. Pourquoi il s'est éloigné si complètement après la séparation, refusant de participer même à des événements importants comme sa remise de diplôme du lycée et de l'université. Marcel, qui a passé des décennies à éviter cette conversation, même avec lui-même, trouve des mots qu'il n'aurait jamais pensé avoir. « Après qu'on ait perdu le bébé, je ne savais pas comment continuer, » dit-il, faisant référence au petit frère que Caroline aurait eu quand elle avait 12 ans, mais qui est né sans vie après des complications à l'accouchement. La rivière est devenue mon refuge, parce qu'elle n'exigeait pas que je parle de la douleur. Elle suivait juste son cours, indépendamment de toute tristesse humaine. La mention du frère qu'elle n'a jamais connu amène les larmes aux yeux de Caroline. Elle porte aussi cette perte, amplifiée par la désintégration ultérieure de la famille. Cette nuit-là, ils n'arrivent pas à des conclusions définitives ou à de grandes promesses de rattraper le temps perdu. Mais ils établissent un début honnête de reconnexion. Quand Caroline part, elle promet de revenir bientôt et de maintenir un contact régulier. Marcel la croit d'une manière qu'il n'aurait pas pu avant que les chiots n'entrent dans sa vie. Avant d'apprendre que faire confiance à nouveau, malgré les risques, est une partie nécessaire pour être vraiment vivant. Le 10e mois apporte de nouveaux défis lorsque la mairie remet en question la légalité du refuge. Le terrain, bien qu'acheté légitimement, ne possède pas de licence pour fonctionner comme centre d'accueil pour animaux. Des questions bureaucratiques sur le zonage, les conditions sanitaires et l'impact environnemental sont soulevées, principalement par un conseiller municipal dont la propriété voisine s'est dévalorisée avec la proximité du refuge. Marcel, qui a toujours évité les bureaucraties et les formalités institutionnelles, se voit contraint d'affronter des audiences municipales et d'interminables formulaires. Hélène l'aide avec la documentation, tandis que des bénévoles organisent des pétitions de soutien. Le moment crucial survient lors d'une audience publique dans le petit auditorium de la mairie, lorsque Marcel est appelé à défendre le projet devant le conseil municipal. Pour quelqu'un qui a passé des décennies à préférer le silence, des os aux conversations humaines, monter à la tribune représente un défi plus grand que d'affronter les pires tempêtes. Marcel tient le papier où il a noté des points avec l'aide d'Hélène, mais en regardant les visages attentifs du public, dont beaucoup de personnes qui ont bénéficié des services vétérinaires gratuits du refuge, ou qui ont adopté des animaux sauvés au cours des derniers mois, il abandonne les notes préparées. « Je ne suis pas un homme de grand discours », commence-t-il, la voix rauque par manque d'habitude de parler en public. « Mais je comprends. Les secondes chances. La rivière me l'a appris en amenant ses chiots. Ils étaient condamnés, jetés comme des déchets.
Aujourd'hui, il sauve des vies en prévoyant les crues et donne un but à des gens qui, comme moi, vivaient en marge de la communauté. Son discours, bref et sans fioriture, touche des vérités fondamentales sur la rédemption et l'appartenance qui résonnent au-delà des questions techniques en discussion. À la fin, le Conseil approuve une licence de fonctionnement temporaire de 6 mois, période pendant laquelle ils devront se conformer aux normes officielles avec l'assistance technique fournie par la mairie elle-même. C'est une victoire partielle, mais significative pour quelqu'un qui a si longtemps évité les confrontations de toute nature, préférant s'éloigner plutôt que de défendre ses positions. Hélène, qui suit l'audience depuis le premier rang, lui serre discrètement la main quand il retourne à son siège. Le geste simple porte une intimité qui ne l'effraie plus comme avant. Le 11e mois apporte une crise inattendue lorsque Sentinelle commence à présenter des symptômes préoccupants. Fatigue excessive, perte d'appétit et épisodes de respiration haletante sans cause apparente. Le vétérinaire bénévole du refuge effectue des examens préliminaires et recommande une consultation spécialisée dans la capitale. Sentinelle souffre d'une malformation cardiaque congénitale qui nécessite une chirurgie complexe disponible uniquement dans des centres avancés. Le coût de l'intervention dépasse de loin les ressources du refuge, même avec les dons réguliers. Marcel envisage de vendre son bateau, unique bien de valeur significative en dehors de la cabane, mais même cela serait insuffisant. Hélène suggère une campagne de collecte de fonds, mobilisant le réseau de sympathisants qu'ils ont formé au cours des derniers mois. La communauté répond avec un enthousiasme surprenant. Des artisans locaux donnent des pièces pour une vente aux enchères caritatives, des pêcheurs organisent un tournoi dont les frais d'inscription sont reversés au traitement, et des cuisinières traditionnelles préparent des plats typiques riverains, quiches, crêpes, tartes, pour une kermesse gastronomique spéciale sur la place centrale. L'événement, qui devait initialement servir uniquement à collecter des fonds, se transforme en une célébration de la culture locale, attirant des visiteurs des villes voisines. Caroline revient pour aider à l'organisation, amenant avec elle des collègues architectes qui proposent d'élaborer gratuitement le projet de mise aux normes définitif du refuge selon les règles municipales. En 2 semaines intenses de mobilisation communautaire, ils parviennent à collecter non seulement assez pour l'opération de Sentinelle, mais aussi pour établir un fonds d'urgence pour d'autres animaux qui pourraient nécessiter des traitements spécialisés à l'avenir. Le voyage à la capitale pour l'opération représente une autre étape significative. Marcel, qui n'a pas quitté les environs de la rivière depuis plus d'1 décennie, affronte le défi de naviguer dans le chaos urbain avec Sentinelle comme priorité absolue. Hélène insiste pour l'accompagner, arguant de manière pratique de sa meilleure connaissance de la grande ville. Mais tous deux reconnaissent qu'il y a plus en jeu dans ce partenariat que la simple logistique. À la clinique vétérinaire spécialisée, se produit la rencontre que le destin semblait déterminer depuis le début. La vétérinaire désignée pour le cas de Sentinelle est le docteur Marthe Renaud. L'ex-femme de Marcel, mère de Caroline, est maintenant spécialiste reconnue en cardiologie vétérinaire. Le choc des retrouvailles après 15 ans n'est atténué que par l'urgence de la situation médicale de Sentinelle. « J'ai toujours su que je te reverrais dans des circonstances improbables », commente-t-elle, après les salutations initiales empreintes de formalité. Il n'y a pas d'hostilité dans sa voix, juste la résignation de quelqu'un qui a compris, depuis longtemps, les chemins tortueux que le destin choisit parfois. Au cours des 3 jours suivants, pendant que Sentinelle subit des examens préparatoires, l'opération et la récupération initiale, Marcel et Marthe établissent une trêve au nom du bien-être de l'animal. Ils parlent brièvement des années écoulées, évitant d'ouvrir d'anciennes blessures, mais se permettant de reconnaître à quel point ils ont tous deux changé. Marcel remarque combien Marthe semble plus sereine, ayant trouvé un but professionnel, tandis qu'elle observe comment il a développé une capacité de connexion émotionnelle qui manquait pendant leur mariage. Il a fallu 4 chiens pour t'apprendre ce qu'une fille et une femme n'ont pas réussi à t'enseigner, observe-t-elle à un moment donné, sans rancune apparente, constatant simplement une vérité qu'ils reconnaissent tous deux. Certains apprennent plus lentement que d'autres, répond-il avec une humilité, rarement manifestée par le passé. Hélène, témoin discret de ces dialogues, offre de l'espace lorsque nécessaire et sa présence lorsque requise.
Sa relation avec Marcel, encore indéfinie en termes conventionnels, fait preuve d'une maturité rare en n'exigeant ni exclusivité émotionnelle, ni garantie future. Lorsque Sentinelle sort de la clinique, avec un pronostic favorable après une intervention réussie, l'adieu de Marthe est bref mais significatif. Elle remet à Marcel des instructions détaillées sur les soins post-opératoires et offre sa disponibilité pour de futures consultations. Le sauver était la bonne chose à faire, dit-elle, faisant référence au chien, mais laissant place à d'autres interprétations. Certains êtres ont des desseins plus grands que la simple existence. Le retour à Valéron coïncide avec des nouvelles alarmantes. La plus grande crue des 50 dernières années dévaste les communautés riveraines de toute la région. Bien que le centre de Valéron soit relativement protégé par son élévation naturelle, les zones les plus proches des berges, y compris la cabane de Marcel et le refuge récemment structuré, subissent de graves dommages. Marcel est confronté, pour la deuxième fois en 1 an, à la perte de son logement. Cette fois, cependant, la douleur matérielle est atténuée par la présence d'un réseau de soutien qui n'existait pas auparavant. Hélène propose un hébergement permanent jusqu'à ce qu'il puisse reconstruire. Des bénévoles sauvent la majorité des animaux hébergés et la mairie, reconnaissant l'importance du service rendu par le refuge, offre un terrain dans une zone plus sûre pour la reconstruction. Caroline, qui revient en urgence après avoir appris la nouvelle de la crue, apporte avec elle non seulement sa solidarité, mais aussi une décision significative. « J'ai décidé de rester, papa », lui annonce-t-elle, tout en aidant à cataloguer les dons qui commencent à arriver pour la reconstruction. « J'ai accepté une proposition pour coordonner un projet d'habitation durable pour les familles touchées par les inondations. Et le refuge peut être le projet pilote. La décision représente la fermeture d'un cycle et l'ouverture d'un autre. Marcel, qui craignait tant l'abandon qu'il avait préféré abandonner le premier, se retrouve entouré de personnes qui choisissent de rester, même face à l'adversité. Il y a une certaine ironie cosmique dans le fait qu'une nouvelle crue, symboliquement similaire à celle qui a amené les chiots, apporte maintenant un renouveau complet à sa vie. 1 an après le sauvetage, la communauté organise une célébration spéciale lors de la fête de la rivière renouvelée. Les 4 chiens, maintenant adultes et en bonne santé, y compris Sentinelle qui arbore une cicatrice discrète sur la poitrine comme unique vestige de son opération, sont honorés comme symbole de résilience. Marcel, autrefois figure, solitaire connu seulement de loin par les autres habitants, devient un gardien respecté non seulement des animaux, mais aussi des traditions riveraines qui tombèrent dans l'oubli. Le nouveau refuge, conçu par Caroline, est construit avec des techniques durables qui respectent le cycle naturel de la rivière, comprend un système de récupération des eaux pluviales, une structure surélevée pour résister aux futures crues, et un espace éducatif où les enfants de la région apprennent la préservation de l'environnement et les soins responsables aux animaux. Hélène coordonne les activités éducatives, intégrant les savoirs traditionnels aux connaissances contemporaines sur l'écosystème local. Marcel maintient sa routine de pêche, mais maintenant accompagné non seulement des 4 chiens d'origine, mais occasionnellement par des visiteurs du refuge ou des enfants curieux des techniques traditionnelles riveraines. Sentinelle continue de démontrer sa capacité spéciale à détecter les changements climatiques, devenant une partie importante du nouveau système communautaire d'alerte aux crues. Dans un geste symbolique qui marque l'anniversaire du sauvetage, Marcel navigue jusqu'au point exact où il a trouvé le sac avec les chiots. Accompagné seulement des 4 chiens, il dépose un petit bouquet de fleurs sauvages dans l'eau. Non pas comme un adieu, mais comme un remerciement à la rivière qui, en amenant les chiots, lui a rendu la capacité d'aimer et de construire des liens véritables. La rivière emporte toujours, mais elle apporte aussi, murmure-t-il, en observant les fleurs être emportées par le courant doux. Sentinelle, assis à côté de lui à la proue de la barque, pousse un petit gémissement qui semble être une réponse. Leur histoire inspire une nouvelle loi municipale de protection animale et de préservation de la rivière, surnommée officieusement Loi Sentinelle, garantissant que d'autres vies, tant humaines qu'animales, puissent continuer à trouver la rédemption dans les eaux qui traversent la petite ville
qui a appris l'importance des secondes chances. Le soir de la célébration, alors que les feux d'artifice illuminent le ciel étoilé et que les musiques traditionnelles rythment les danses sur la place centrale, Marcel observe la communauté réunie avec une nouvelle perspective. Hélène, Caroline, les bénévoles du refuge, les pêcheurs qui n'étaient autrefois que de lointaines connaissances, les familles qui ont adopté des animaux sauvés, tous interconnectés par des fils invisibles d'un but partagé qui a commencé, avec 4 petites vies tremblantes à l'intérieur d'un sac plastique. La rivière suit son cours éternel, comme elle l'a toujours fait et le fera toujours. Mais maintenant, au lieu d'être un simple décor pour des histoires humaines isolées, elle est redevenue ce qu'elle était pour les anciens habitants. Une entité vivante, témoin de transformation, conductrice de destins improbables qui s'entrelacent comme des affluents, formant un courant plus fort. Et Marcel, autrefois île solitaire dans ses eaux, se permet enfin de faire partie de ce flux plus grand, portant avec lui non seulement les cicatrices des tempêtes passées, mais aussi la certitude renouvelée que le naufrage ne signifie pas toujours la fin, mais représente parfois simplement un commencement inattendu.